Prise de parole du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, au deuxième sommet Russie-Afrique. La Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali tout en respectant notre souveraineté. Telle est la déclaration faite par le colonel Assimi Goïta. La communauté musulmane a célébré ce vendredi Ashura. La veille a été marquée par des séances de prière et de prêche. Les constats dans certains lieux de culte avec nos envoyés spéciaux. Top départ des activités de la compagnie malienne de navigation fluviale Comanav. Le départ a été donné à Mopti. Avec cette campagne, il a attendu environ 14 500 passagers. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Deuxième jour du sommet Russie-Afrique. Nous ouvrons cette édition avec une page spéciale consacrée à ce rendez-vous qui se tient à Saint-Pétersbourg en présence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est avec Ibrahim Traoré et tous nos envoyés spéciaux. Bonsoir Ibrahim, à vous l'antenne. Oui, bonsoir Fousseini Tunkara, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à Saint-Pétersbourg qui accueille, vous l'avez dit, le deuxième sommet Russie-Afrique et nous consacrons cette page spéciale à ce rendez-vous. Ce matin donc, le président de la transition a prononcé son discours en séance plénière. Colonel Assimi Goïta a déclaré que la Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme, tout en respectant notre souveraineté. Le chef de l'État a évoqué également les différents contours de cette coopération bilatérale ainsi que les questions multilatérales. Yaya Konaté a suivi ce discours présidentiel, son reportage. Une amitié de longue date basée sur la sincérité et le respect mutuel. C'est l'appréciation que fait le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, des relations qu'entretiennent l'Afrique et la Fédération de Russie. Un pays distant du nôtre sur les plans géographiques et linguistiques, mais avec lequel les relations qui datent de l'indépendance n'ont cessé de se densifier et de se diversifier ces derniers temps. Une démarche des autorités de la transition à laquelle souscrivent les Maliens. Malgré la situation géopolitique et la conjoncture mondiale, il est évident, et cela est bien un constat, que le peuple malien est fortement mobilisé aux côtés des autorités de la transition, dont l'objectif est de construire et de consolider dans la durée un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie pour le bonheur de nos deux peuples. Un tel partenariat est d'autant plus indispensable que la Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme dans l'accompagnement de notre pays pour relever les défis cruciaux du moment, tout en respectant notre souveraineté. Pour protéger nos compatriotes et défendre le pays après l'échec des forces internationales, les autorités maliennes ont fait le choix, selon le président de la transition, de restaurer la paix, la stabilité et la sécurité, conditions de tout développement. C'est dans ce cadre qu'un partenariat militaire a été noué avec la Russie, un partenariat dont le chef de l'État salue la fiabilité. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le schéma consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. C'est pourquoi, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, le Mali a noué avec la Russie un partenariat militaire dont je tiens à saluer la fiabilité. Ainsi, avec l'appui de la Russie, le Mali recouvre progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d'action. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, vous renouveler ma profonde gratitude pour l'appui de votre gouvernement sous votre impulsion qui a permis à mon pays de connaître des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
La coopération entre le Mali et la Russie, basée sur des valeurs historiques partagées, va cependant bien au-delà du domaine militaire. Elle concerne aussi le renforcement des capacités des ressources humaines, les relations économiques et commerciales, avec aujourd'hui de nouvelles perspectives suite à la tenue du Forum économique et humanitaire. Aujourd'hui plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Cette interdépendance exige une réponse collective et appropriée aux défis auxquels nous devons ensemble faire face. Sans cette cohésion, l'affirmation de la souveraineté pleine et entière de nos États, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, de même que la promotion des droits et des libertés, ne peuvent être conduites efficacement. Mais la crise multidimensionnelle au Sahel, née d'une intervention militaire de l'OTAN, a rendu plus vulnérables, selon le président de la transition, des populations déjà exposées à de nombreuses difficultés. Et le chef de l'État de plaider pour un règlement pacifique de la crise en Ukraine, tout en remerciant les partenaires qui contribuent à renforcer la résilience de nos populations. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, encourager la reprise des discussions relatives à la conclusion d'un accord international juste et équitable permettant l'exportation des céréales à destination du continent africain. S'agissant du différend qui oppose la Russie à l'Ukraine, le Mali invite les médiations internationales à plus d'ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise. Le président Goïta n'a pas manqué par ailleurs de réaffirmer son attachement à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables. Il est donc primordial que tous les membres des Nations Unies respectent les valeurs et principes fondamentaux du droit international et agissent de manière à protéger et faire respecter la Charte des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle le Mali soutient l'initiative de la Russie, appelant à un nouveau consensus pour défendre les buts et principes de la Charte. La multiplication des crises et des conflits en dépit de l'implication de la communauté internationale plaide en faveur d'une nouvelle architecture de la sécurité internationale et passera forcément par une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre organisation commune doit s'adapter au monde multipolaire afin de conserver toute sa crédibilité. L'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme doivent cesser, de même que le système deux poids, deux mesures. Face à la récession économique mondiale annoncée, le chef de l'État dit fonder beaucoup d'espoir sur les BRICS. Les BRICS constituent un réel espoir de soustraire nos pays d'un ordre international fondé sur la domination et la marginalisation. C'est pourquoi le Mali soutient des initiatives telles que créer une banque de développement pour le financement des infrastructures ou encore offrir de nouveaux mécanismes et moyens de paiement internationaux. D'entrée de jeu, le président de la transition avait remercié la Russie pour l'invitation à lui adresser pour prendre part à ce deuxième sommet Russie-Afrique. Un sommet qui donne selon lui l'opportunité de tracer les contours d'un espace commun de prospérité, de stabilité et de sécurité. Russes et Africains décident donc de travailler ensemble, convaincus de l'importance de leurs relations dans un monde multipolaire. Une coopération devant laquelle s'ouvrent de nouvelles perspectives. C'est du moins ce qu'on peut retenir des discours d'ouverture. On en sait davantage avec Yaya Konaté. Des relations profondément ancrées dans le passé et résolument tournées vers l'avenir. À Saint-Pétersbourg, l'Afrique et la Fédération de Russie affichent le même combat. Un combat pour un nouvel ordre mondial plus juste et plus respectueux de la souveraineté des uns et des autres, tout en renforçant leurs liens de partenariat. Le président de la Fédération de Russie, l'hôte du sommet, rassure ses invités qu'il s'agisse de lutte contre le terrorisme, de partenariat économique ou d'assistance humanitaire, les pays africains peuvent compter sur le soutien du partenaire russe. Nous sommes prêts sincèrement, main dans la main, travailler avec nos amis africains, bâtir la coopération et le partenariat mutuellement profitable et stratégique. Nous apprécions les relations avec chaque pays africain et avec le continent à part entière. Nous sommes convaincus de notre futur fructueux de ces relations dans le monde multipolaire.
S'exprimant au nom de ses pairs, le président en exercice de l'Union africaine a salué une coopération exemplaire qui a abouti à Saint-Pétersbourg à quelques grandes annonces et à la signature de nombreux accords. Je tenais à souligner que notre partenariat a de l'avenir devant lui, surtout si nous y impliquons les femmes et les jeunes qui sont l'avenir de notre pays en leur inculquant les valeurs de l'entrepreneuriat. Il y a une impressionnante vitalité de la jeunesse africaine, créatrice de PMI, de PME, de start-up, ainsi que d'applications dans les domaines de l'innovation, de la recherche, et ceci en dépit des difficultés de financement de tous ordres. Parmi les principales annonces faites à l'ouverture de la plénière, on retient volontiers l'engagement de la Russie à soutenir le continent africain dans le combat pour l'élargissement du G20 et la réforme des Nations Unies. La Russie qui annonce par ailleurs dans un avenir proche l'élargissement de son réseau diplomatique sur le continent ainsi que l'ouverture de centres culturels. De nombreuses initiatives qui permettront sans doute de rapprocher davantage Moscou et les capitales africaines. Le président de la transition qui a fait un tour cet après-midi dans le stand du Mali, l'une des attractions de ce rendez-vous de Saint-Pétersbourg. Le Mali, dans toute sa diversité culturelle, avec ses immenses potentialités économiques présentées aux visiteurs. Le stand est tenu et animé par l'API, Agence pour la promotion des investissements. Et puis, dans la foulée, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, lui a reçu en audience le vice-ministre russe de la Défense. Même si rien n'a filtré de cette entrevue, l'on peut deviner qu'il a été question, notamment la lutte contre le terrorisme au Mali et dans le Sahel. Le Mali qui vend ses potentialités ici au Forum économique et humanitaire. Ce vendredi était une journée dédiée à notre pays, occasion pour les opérateurs économiques du Mali et les investisseurs étrangers, particulièrement russes, d'échanger essentiellement sur les opportunités d'affaires au Mali. Le point est avec Bourama Traoré. Au deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique, le Mali mène une opération de séduction. À travers une journée, le potentiel du pays est expliqué aux investisseurs russes avec comme but les inciter à faire le pari du Mali. Et c'est le ministre en charge des Finances, Alousséné Sanou, qui est le chef d'orchestre. Le Mali regorge de beaucoup de potentialités. Nous avons 2 fleuves, plus de 2000 et quelques kilomètres d'eau. Nous avons le soleil, nous avons la terre, et ça c'est des éléments extrêmement importants. Nous avons beaucoup de minéraux, le pétrole, le lithium, l'uranium, les terres rares, etc. Donc nous envisageons aujourd'hui, dans le cadre de cette transition, de lancer les bases de Mali émergent. Avec son statut de puissance agricole africaine, le Mali a certainement de quoi vendre aux investisseurs étrangers, notamment russes, avec à la clé des centaines de terres encore non exploitées. Le potentiel agricole malien se chiffre à peu près à 45 millions d'hectares de terres agricoles. C'est extrêmement important, dont 2,5 millions de terres arables, aménageables et irrigables. Donc, il y a de la place pour ceux qui veulent investir dans l'industrie. Outre ce potentiel agricole disponible, le Mali s'engage à sécuriser les investissements des partenaires et bien d'autres avantages. Le Mali autorise à chaque investisseur à rapatrier son bénéfice entièrement. Et en plus de cela, le Mali accepte que les investisseurs viennent investir tout seuls, sans être obligés d'être avec des Maliens, des partenaires maliens. En marge de la journée du Mali, l'Agence pour la promotion des investissements a conclu un partenariat avec la Fondation russe Roscongress, organisatrice du deuxième sommet Russie-Afrique. Un début de collaboration entre les deux structures pour booster les investissements étrangers dans notre pays.
C'est très important pour le Mali parce qu'il permettra d'augmenter l'investissement direct étranger. L'idée, si l'investissement direct étranger augmente, ça veut dire que le PIB, le produit intérieur brut, va augmenter, la croissance va augmenter, l'emploi va augmenter. Par cet acte, les secteurs privés maliens et russes veulent s'inscrire dans la dynamique des pouvoirs publics, celle de donner plus de poids à l'axe Bamako-Moscou. Vous l'aurez remarqué, plusieurs opérateurs économiques maliens ont effectué le déplacement de Saint-Pétersbourg. Ils entendent développer avec le secteur privé russe un partenariat économique encore plus dynamique. Déjà, plusieurs opérateurs économiques maliens affichent leur satisfaction ici. Je vous propose de les écouter. C'est extrêmement important de présenter le potentiel malien, surtout en temps de crise céréalière, pour dire que le Mali est une destination qui est la solution à ce problème de crise céréalière. Le Mali, le potentiel agricole malien, il était vraiment important que nos partenaires russes et de cette partie du monde sachent qu'on peut produire les céréales au Mali pour la sous-région et pour l'Afrique. Au-delà de céréales, nous avons un cheptel extrêmement important, deuxième de la CEDEAO, premier de l'UMOA. Et il faut qu'on travaille à la valeur ajoutée de ce cheptel. Déjà, naturellement, le Mali est fournisseur de protéines d'origine animale et végétale dans la sous-région. Mais on a demandé aux investisseurs russes de venir au Mali, de venir voir de leurs yeux le potentiel qui est là, les terres agricoles, la jeunesse qui est prête à travailler, l'eau, le soleil, pour que nous transformons, nous créons quelque chose pour que le Mali atteigne la plénitude de sa vocation qui est de nourrir l'Afrique. Nous voulons renforcer un partenariat déjà existant. Nous collaborons avec une organisation dans ce sens. Nous sommes très optimistes. Ça ira, Inch'Allah. Nous sommes là pour soutenir nos autorités et nous sommes là également pour voir les axes possibles de coopération économique entre le Mali et la Russie. On a rencontré des opérateurs économiques russes dans plusieurs domaines d'activité, en particulier dans le domaine de l'énergie et aussi dans le domaine minier et dans le domaine de l'agro-industrie. Nous pensons que très rapidement, nous allons continuer la concertation entre nous, opérateurs économiques maliens, et ici et au Mali au retour, pour que vraiment on puisse capitaliser cette nouvelle relation entre nos deux pays. Là où nous pensons que la Russie était, il est plus que là. On veut assurer les chargeurs que vraiment il y a toutes les possibilités de venir ici. La Russie, tout ce qu'on veut dans le cadre du développement économique, ils sont prêts à nous fournir. L'enseignement aussi ne sera pas défaut. En marge de ce forum, le Mali a signé plusieurs accords avec la Russie. Le premier document paraphé ce matin est un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère russe du Développement économique. C'est un accord qui vise la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que l'instauration d'un mécanisme d'information, notamment dans le domaine économique. Deux autres mémorandums d'entente ont été signés entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur. Ces accords visent le renforcement de la coopération au niveau de l'enseignement supérieur. Le but est aussi de développer la consolidation des rapports dans le domaine des activités scientifiques, technologiques et de l'innovation. Voilà, Fouzeni Tounkara, ce qu'on pouvait retenir dans cette page spéciale consacrée au deuxième sommet Russie-Afrique. Je rappelle que le Mali est représenté par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Vous l'avez suivi avec nous, son discours prononcé ce matin à la séance plénière. À vous l'antenne et bonne suite d'édition. Merci Ibrahim, merci à toute l'équipe dépêchée à Saint-Pétersbourg, Yaya Konaté, Bourama Traoré, Adaman Kamara, Abdul Salam Bambara et Aloubé Kone. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu cet après-midi les femmes du M5 RFP venues lui apporter leur soutien face aux agressions dont il fait l'objet. La forte délégation conduite par sa présidente a eu droit à un large commentaire de la situation politique du pays. Aloussène Touré.
Les femmes du M5 RFP sont un maillon essentiel dans la mobilisation autour des demandes du peuple lors des événements ayant conduit au changement de régime. Le Premier ministre les a entretenus des rapports étroits entre les différents responsables de la transition. Le président et moi sommes sur la même longueur d'onde, a-t-il notamment déclaré, apportant ainsi un démenti aux accusations dont il est l'objet de la part de certains acteurs membres d'une institution de la République. Choguel Kokala Maïga s'est dit totalement engagé sans aucun calcul pour le Mali. À ceux qui lui prêtent des ambitions politiques autres que cet engagement, le Premier ministre a estimé qu'ils font fausse route et devraient plutôt se joindre au rassemblement autour du Mali. Les attaques contre le Mali à travers ses dignes officiers ont également été dénoncées et mis au compte d'un combat géopolitique qui ne nous concerne pas. Pour leur part, les femmes du M5 RFP ont réaffirmé leur soutien au Premier ministre et à son gouvernement et pris pour l'ensemble des autorités du pays. Elles restent disponibles et mobilisées pour défendre les institutions de notre pays. La communauté musulmane a célébré ce vendredi Ashura. La veille a été marquée par des séances de prière et de bénédiction. Les constats dans certains lieux de culte avec Boubacar Kanouté et Gaussou Ashtouré. Des séances de prêche et de bénédiction ont marqué la fête d'Ashura, un événement religieux d'une portée historique pour la communauté musulmane, célébré au 10e jour de l'an musulman Muharram. Plusieurs grands événements se sont déroulés ce jour-là, parmi lesquels on peut citer la traversée de la mer Rouge par le prophète Moussa et sa communauté, qui furent sauvés du pharaon qui se fit engloutir avec ses troupes, grâce à l'aide d'Allah. Le pardon fut accordé à Adam après avoir enfreint aux règles du Créateur. Les disciples du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Ali, a déjoué aussi la conspiration de ses frères. Cheikh Mohamed Bassirou Sankara parle le bien fondé. L'Ashura nous enseigne, en tout cas, la confiance que le fidèle doit placer en Dieu. Quand le prophète sallam arriva à Médine, il a constaté que les Juifs gênaient le 10e jour, qui est Ashura, et qu'il a demandé la cause de leur jeûne, et qu'ils ont dit que c'est un grand jour pour nous, car c'est ce jour-là qui marque le succès que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au peuple d'Israël en les sauvant de la mer, de leur ennemi qui est Pharaon, et qu'il a aussi noyé Pharaon dans l'eau. Donc nous gênons pour dire merci à Dieu. Donc le musulman doit être reconnaissant envers Dieu. Donc nous gênons, nous prions et nous faisons des sacrifices afin de pouvoir rendre grâce à Dieu, afin que Dieu puisse vraiment, en tout cas, nous donner plus de grâce, plus de foi, plus d'espérance dans notre vie de tous les jours. Les prières et dévotions sont acceptées pendant Ashura. C'est pourquoi il est préférable pour les musulmans de prier et implorer Allah le Tout-Puissant. Ici, la prière est dédiée à la quiétude au sein de nos pays. En cette occasion-là, nous allons profiter pour prier pour la paix que nous avons besoin tant dans nos pays. Exceptionnellement au Mali, et nous sommes éprouvés par cette situation de conflit dont on ne sait pas d'où viennent ces conflits-là. Donc nous allons en tout cas confier tous nos soucis et tous nos besoins à Dieu afin qu'il puisse vraiment nous ramener la paix. Cheikh Ousmane Chérif Madani Aïdra, nommé président du Haut Conseil islamique, trouve cette coïncidence heureuse. Ashura est commémoré cette année un vendredi qui est profitable aux croyants. Selon l'érudit, certains événements malheureux se sont produits pendant Ashura, comme l'assassinat de Husseini, le petit-fils du prophète. Paix et salut sur lui. Nous remercions Allah le Tout-Puissant et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Ashura est pour la Oumma islamique un événement historique. Que Dieu fortifie notre foi et nous guide vers la repentance. Certains actes réconfortent la foi des fidèles musulmans en ce jour sacré, comme la démarche visant à réconcilier les parents en désaccord, prôner la bonne parole et faire des sacrifices en faveur des couches vulnérables.
Faire acte des bonnes œuvres est souhaitable en ces jours d'Achoura. Les musulmans doivent redoubler de bonnes actions. Achoura est une aubaine pour la communauté musulmane. Que la grâce d'Allah couvre le Mali qui est rentré de plein pied dans les réformes et nous gratifie d'une bonne pluviométrie. Amin. Les fidèles musulmans de Tombouctou ont également célébré Achoura par des prières et bénédictions pour une paix durable au Mali. Najim Baba Sissé et Maloud Tandina. Les fidèles de Tombouctou accueillent le 10e jour du mois lunaire Achoura avec lecture du Saint-Coran et des bénédictions dans la grande mosquée de Djingarayber. Une étape qui marque le début du nouvel an musulman, axé sur la paix et la cohésion sociale sur l'étendue du territoire national. Depuis une semaine, tous les après-midi, nous faisons des lectures du Coran. Et le 10e jour qui est celui d'aujourd'hui, nous retrouvons pour faire la Fatiha, pour faire des prières à l'endroit de tous les musulmans du Mali, de tous les musulmans du monde, à l'endroit de la Oumma islamique, demander à Dieu le pardon, demander à Dieu de nous préserver de tout ce qu'il y a comme mot. Au même moment, la mosquée de Alpha Sekou abrite la session des projections sur à quoi pourrait ressembler la nouvelle année musulmane. L'année est bonne, il y a de la pluie, mais il y a beaucoup de maladies. Les gens n'ont qu'à beaucoup faire des sacrifices. C'est grand. Il faut toujours faire des bénédictions. Nous avons trouvé cette cérémonie depuis nos arrière-parents. Et aujourd'hui, nous entendons de le célébrer. Et peut-être demain, Inch'Allah, c'est nos enfants qui vont le célébrer. Et nous dirons comme ça que Dieu nous montre l'année prochaine. Des sacrifices ont été recommandés aux fidèles courant l'année. La compagnie malienne de navigation fluviale Comanave a donné à Mopti le top départ de ses activités au titre de l'année 2023. Pour cette campagne, il a attendu environ 14 500 passagers et 9 370 tonnes de bagages et marchandises. Omar Maïga. C'est dans la Venise malienne Mopti que le bateau Firoun Ag Al-Ansar a donné le top départ des activités de la compagnie malienne de navigation au titre de l'année 2023. Ce qui fait la spécificité, c'est que le niveau de l'eau à Mopti est un peu plus élevé qu'à Koulikoro. À la fin de la campagne pratiquement et en début de campagne aussi, les unités se trouvent à Mopti. Ainsi, une gamme riche et variée de bateaux, à savoir les bateaux courriers et les bateaux passagers, fera la rotation entre l'escale de Koulikoro et de Gao. Les priorités, c'est le désenclavement. Nous avons fait des prévisions pour à peu près 85 rotations de nos bâtiments, les bateaux courriers et les bateaux passagers. Nous estimons transporter 14 500 passagers cette année, 9 370 tonnes. Donc ça désengorge l'utilisation de la route. C'est un transport de masse qui permet au moins aux routes de souffler. Et c'est un moyen écologique parce qu'on a moins de gaz d'effet de serre qui se dégage pendant la période. Donc c'est un moyen doux, ça permet aussi touristiquement de voir beaucoup de localités. La reprise du trafic fluvial va favoriser le transport de masse et le désenclavement de plusieurs localités des régions du centre et du nord. Tant que la voie d'eau n'est pas assez dégagée, la durée de la traversée est un peu plus longue. Donc si nous avons ces deux activités, faire l'exploitation et l'entretien du chenal, ça nous permet vraiment d'aller un peu plus loin. Érigé en établissement public à caractère industriel et commercial le 4 juillet 2023, la Comanaf entend relever plusieurs défis, entre autres le désenclavement, le dragage, l'entretien des quais et des chenals, toutes choses qui permettront à la Comanaf de diminuer le temps de rotation et la charge de l'exploitation. Ensemble, consolidons notre profession thématique au centre des États généraux du barreau dont les travaux ont pris fin ici à Bamako, organisée par l'Ordre des avocats du Mali. Cette rencontre visait à rappeler les fondamentaux du métier d'avocat. Parmi les recommandations, la construction de la maison de l'avocat. Mohamed Kayantao. Le barreau malien prône la défense des droits de l'homme et s'insurge contre la corruption sous toutes ses formes. Ainsi, à travers cette rencontre sur les états généraux du barreau malien, les organisateurs entendent attirer l'attention du public sur les principes essentiels de la profession. Pour cela, plusieurs panels ont meublé ce rendez-vous.
Nous avons parlé des perspectives et de la prospective au sein du barreau. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan et le point de l'activité, on se rend compte que c'est une profession qui est à la limite fortement secouée et que si la tendance continue, elle est mise en péril. Les états généraux du barreau, c'est aussi l'épanouissement de l'avocature, surtout quand on sait que ce sont les avocats qui assurent la représentation de l'ordre en justice sur autorisation du Conseil de l'ordre. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette rencontre. Parmi celles-ci, l'alimentation de la CARPA, entendée par la Caisse autonome pour les règlements pécuniaires des avocats, autrement dit les paiements des cotisations. C'est une caisse, si elle est fonctionnelle à 100%, même à 80%, les avocats n'ont pas besoin de l'appui des pouvoirs publics pour pouvoir réaliser leurs travaux ou pour pouvoir réaliser les besoins qui sont les leurs. Aussi, nous avons constaté qu'il y avait une déviance dans la pratique quant au comportement de certains confrères. Les règles ont été rappelées et ça voudrait dire qu'après ce rappel-là, la politique de la carotte, elle est terminée. Ça va être la politique du bâton. Tout semble être arrêté. Les choses sont à l'arrêt parce que le barreau est pauvre. N'ayons pas peur de mots, le barreau n'a pas d'argent. C'est bien beau, les projets sont là. On a envie de faire bouger les lignes. La volonté est là, la vision est là, mais on n'a pas d'argent. Et c'est pour ça que je dis, sortons du moins de cette façon informelle d'aider les confrères pour aboutir à une sorte d'institutionnalisation de l'aide, qu'on ait l'assurance maladie obligatoire pour tous les avocats. Cette rencontre sur les états généraux du barreau a regroupé une centaine de participants. Ensemble, consolidons notre profession est le thème principal. Fin de la première conférence internationale sur les marchés et l'intégrité régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre internationale des États du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel SILS s'est achevée par l'appel de Bamako qui est l'union sacrée autour de l'essentiel. Abdul Karim Kaba. La cohésion, la concertation et la digitalisation, bref, l'institutionnalisation de ces genres de rencontres au bonheur des populations des États du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, constitue l'appel de Bamako à l'issue de la première conférence internationale sur les marchés et l'intégration régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Mobilisons ensemble un effort ambitieux pour construire un marché régional résilient des produits agropastoraux face aux chocs multidimensionnels dont l'insécurité civile, les pandémies, les changements climatiques, les perturbations liées aux crises internationales. Nous devons nous concerter dans l'espace sous-régional avant de prendre des décisions politiques, stratégiques et opérationnelles nationales qui affectent la fluidité des échanges dans notre sous-région. Nous devons continuer à réduire les contraintes structurelles à nos échanges liés aux insuffisances de nos textes réglementaires, aux faiblesses et insuffisances de nos infrastructures et marchés. La tenue de cette conférence est venue à un bon moment, le moment où le Sahel et l'Afrique de l'Ouest font face à plusieurs défis. Défis complexes tels que l'insécurité civile, le changement climatique, la pauvreté et bien d'autres. Ces défis sont inextricablement liés à notre capacité à promouvoir une intégration régionale solide et à exploiter le potentiel de nos marchés, tout en garantissant le développement durable et inclusif pour nos populations. La cérémonie de clôture de la première conférence internationale sur les marchés et l'intégration régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest des États du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel SILS a été aussi une occasion pour les participants d'adresser des motions de remerciement aux autorités du Mali. Le ministre de l'Agriculture était hier dans les zones office du Niger où il a visité un champ à Bewani et tenu 2 rencontres à Nioro et à Ségou. Des rencontres avec respectivement les producteurs de l'ensemble des zones de l'office du Niger et leur encadrement, les fournisseurs d'engrais, les autorités coutumières locales et régionales ainsi que les services relevant de son département. Le point de cette visite avec Ramata Konaté.
Pour sa première sortie en région, le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans les zones de l'Office du Niger, le plus grand bassin risicole du Mali, avec 25% de la production nationale. Lassine Dambélé visite d'abord le champ de riz de 4 hectares de Bakari Koulibaly à Bewani. C'est un champ qui est fait il y a 20 jours. Malheureusement, il n'a reçu que la fumure organique. Maintenant, il a son papier pour acheter de l'engrais subventionné. Malheureusement, avec le nombre important de signataires, il a des difficultés à avoir les dernières signatures pour pouvoir prendre son engrais. Ça, c'est un problème récurrent qui est senti à tous les niveaux. Je crois que le délégué du contrôle financier qui doit signer, en plus des différents niveaux ordinaires que nous connaissons, constitue aujourd'hui un problème pour certaines localités, notamment au niveau de Nyono. À l'instar de ce producteur, des milliers de paysans attendent les 16 878 tonnes d'engrais subventionnés par l'État et destinés à l'Office du Niger cette année. Le sujet et bien d'autres ont fait l'objet d'intenses discussions à Nyono avant de visiter des magasins de stockage. Pour l'approvisionnement, 3 fournisseurs sont retenus, l'entreprise Toguna, DPA et KO2. Pour l'Office du Niger, je dois livrer plus de 6 000 tonnes d'engrais subventionnés, sur lesquels 1 800 tonnes sont disponibles aujourd'hui. Dans 10 jours, tout le reste sera à la portée des producteurs. Nous avons un marché de moins de 30 000 tonnes d'engrais subventionnés pour l'Office du Niger cette année. Tous les producteurs recevront à temps leur engrais à la satisfaction du président de la transition, Assimi Goïta. Ces magasins sont remplis d'engrais. Aujourd'hui, si un fournisseur manque à ses engagements, que ça soit signalé et donné avec un constat, un rapport de constat qui peut être fait par la commission. Et une fois que le constat est fait, qu'il fasse une demande après investigation dans les environs pour voir s'il y a des fournisseurs qui disposent de l'engrais pour pouvoir satisfaire les gens, pour que le délai ne passe pas. J'ai prolongé de 10 jours et chacun vient la délivrance de son bon d'achat la soit lié à la signature de près 8 personnes qui ne sont pas tous ensemble. C'est pourquoi je rapporterai cette information auprès de qui des droits pour qu'on puisse trouver une solution relax qui peut permettre aux producteurs de bénéficier vraiment de cet accompagnement de l'État. Outre cette rencontre, le ministre s'est entretenu cette fois-ci à Ségou avec les responsables de l'ensemble des services relevant de son département. Ici, les préoccupations majeures soulignées sont les mêmes qu'à Nyono. L'insécurité en dépit des efforts déployés par les forces de défense et de sécurité. Il est aussi question de mener la réflexion sur comment mettre fin aux problèmes liés à l'engrais subventionné. Le ministre en charge de l'urbanisme poursuit sa visite de prise de contact avec les services relevant de son département. Cette étape a concerné 5 structures. À travers ce déplacement, le ministre Imran Abdoulaye Touré évalue l'état actuel des services et identifie les défis et les opportunités pour promouvoir une croissance urbaine durable et inclusive au Mali. Agibou Koulibaly. Cette visite a commencé par la Direction nationale des domaines. Ici, dans le cadre de la loi des finances 2023, la structure a réalisé des recettes de plus de 17 milliards 572 millions de francs CFA sur une prévision globale de plus de 16 milliards 331 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation budgétaire de 123%. Ensuite, la délégation ministérielle s'est rendue successivement au projet SUID et à la Direction nationale de l'aménagement du territoire. Toutes les actions qui sont entreprises au niveau des structures vont dans le sens de la satisfaction vraiment des préoccupations des Maliens. Et ça me réjouit. Et j'ai profité pour partager avec eux cette vision du président de la transition et les exhorter à faire plus d'efforts. La cellule de suivi de la politique nationale de la ville et le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière NINACAD ont été les derniers services visités. Cette démarche du ministre Touré vise à évaluer l'état des services clés et à poser les bases d'une planification urbaine efficace pour répondre aux défis croissants de l'urbanisation. Le message du président de la transition, son Excellence le Konachi Mugada, c'est de faire en sorte qu'on puisse régler les problèmes des Maliens.
Et nous sommes là pour régler ces problèmes. Bon, Dieu seul sait que dans notre secteur, il y a des problèmes. Tout le monde connaît les multiples litiges fonciers, les difficultés que les gens ont pour l'accès à la terre, à la propriété. Donc, c'est ça le message du chef de l'État, c'est de faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions et très rapidement à tout ça. Cette visite du ministre en charge de l'urbanisme a été une étape importante dans la mise en œuvre d'une vision urbaine cohérente et équilibrée. Elle témoigne de l'attention portée par les autorités de la transition à l'amélioration de notre cadre de vie et à la préservation de notre patrimoine collectif. La direction générale de la SOMAGEP SA vient de recevoir la nouvelle ministre de l'Énergie et de l'Eau après présentation des activités et réalisations menées et celles en cours par le directeur. La ministre a invité les travailleurs à plus d'engagement. Fademba Keïta. Une prise de contact comme celle-ci est l'occasion pour le directeur de la SOMAGEP SA de présenter à la ministre de tutelle les activités réalisées, les perspectives pour qu'il y ait plus d'installation des réseaux de distribution d'eau à travers le pays. C'est dans cet élan que la Société malienne de gestion de l'eau potable, à travers ses professionnels, accomplit avec efficience sa mission de production, d'exploitation et de distribution d'eau potable sur toute l'étendue du territoire national. Le président du conseil d'administration, Ablaye Diané, et ses hommes se disent résolument engagés à jouer leur partition pour que tous les Maliens aient de l'eau potable. De nombreux projets salvataires ont été initiés et réalisés pour renforcer les capacités de production et de distribution en eau potable, réhabiliter et étendre la couverture des réseaux à Bamako, ainsi que dans les centres de l'intérieur ou des localités de reprise. En termes de perspective, les ambitions de la société restent grandes. Dans les centres de l'intérieur, il faut noter la construction des stations compactes à Koulikoro, Ségou, Bafoulavé Maïna, Yanfolla pour faire face au retrait de l'Agence française de développement de ces localités. Le personnel qui a alimenté ces multiples succès de la SOMAGEP reste toujours dans l'attente de ces doléances qui sont entre autres sa représentation au sein du conseil d'administration et l'application de l'accord des 10% d'augmentation signé entre les partenaires sociaux et l'administration. L'ancienne conseillère à la présidence chargée des questions de l'énergie et de l'eau, aujourd'hui ministre de tutelle, exhorte ses collaborateurs du secteur à plus d'engagement pour que beaucoup de Maliens aient droit à l'eau potable. On est à peu près plus de 20 millions de Maliens. Donc l'eau potable, il faut que au moins la majorité des Maliens puissent avoir cette eau potable au bout de 3 ans. Donc moi, je vous exhorte encore à plus d'efforts. Parce que l'eau, tout le monde en a besoin. Et en plus de ça, il faudrait quand même que je vous rappelle ce principe primordial, c'est que la population malienne doit être satisfaite. Trouver une solution durable à travers une large distribution d'eau potable est l'ambition de l'actuel ministre de l'Énergie et de l'Eau, des directeurs techniques et structures rattachées. Le ministre de la Santé et du Développement social a effectué une visite dans 2 centres de santé de référence de Bamako. Il s'agit du CCRF de la commune 5 et de la commune 6. Le point avec Bemba Sibi. S'imprégner des conditions de travail et s'assurer de la présence effective du personnel de garde, voilà en substance l'objet de la visite inopinée du ministre de la Santé et du Développement social dans certains centres de santé de référence de Bamako. Au centre de santé de la commune 5, première étape de la visite, le ministre a échangé avec les agents de l'accueil à la salle de repos. Madame, ça va? Vous allez bien? Ça se passe bien? Ici, le constat est que les agents sont en poste et le travail s'effectue normalement, ceci malgré quelques contraintes soulignées par certains accompagnateurs de malades, à l'image de Mamadou Si au chevet de son épouse. Que d'émotion pour le couple Si de partager directement leur doléance avec le chef du département de la santé en personne. Ici, on est en commune 5 ici, on n'a pas de lumière. Les toilettes sont défectueuses. On veut l'assainissement de l'hôpital. Les membres de la transition y travaillent. Mais comme le pays est dans les difficultés, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Ce n'est pas facile. En réalité, ça nous réconforte davantage. Parce que quand on a la visite d'un supérieur à un tel niveau, ça montre qu'elle est vraiment soucieuse vraiment des problèmes que nous voulons. Elle veut vivre au quotidien
recenser les réels problèmes qu'on a. Après, la délégation ministérielle a pris la direction du centre de santé de référence de la commune 6. Là aussi, c'est le même constat. Les agents sont en poste et le travail s'effectue normalement à quelques différences près. À notre passage dans ce centre, l'affluence était plus conséquente. Une forte sollicitation qui met en évidence l'un des problèmes majeurs de ce centre. Les places sont limitées. Une mauvaise expérience que vient de faire Alfousseine Balo, dont la femme vient d'accoucher. Ma femme vient à peine d'accoucher et on nous signale qu'il n'y a pas de place dans la salle de couche pour accueillir la maman et l'enfant. Le problème de place, c'est qui est crucial chez nous. Le volume d'activité en fonction des infrastructures que nous déposons est dépassé. Donc on a fait cas de ce problème. Donc souvent dans nos activités aussi les coupures sont vraiment récurrentes. On a un groupe électrogène de très grande capacité qui sert mais qui coûte énormément pour le centre. Ça, c'est entre autres difficultés. Cette visite inopinée a permis au ministre de la Santé et du Développement social de prendre la mesure de certains problèmes de ces centres de santé. On est venu trouver quand même que presque toutes les équipes sont sur place, aussi bien au labo que dans les maternités, à la pédiatrie. Ça, c'est déjà un plus. Mais il y a des insuffisances qu'on a relevées, qu'on a notées et qu'on va essayer de corriger. Et ces visites inopinées ont pour but de toucher du fond tout ce qui se passe dans ces CCRF-là. Parce qu'il faut reconnaître que les CCRF qui sont dans les communes, le premier contact des malades. Donc c'est tout à fait normal qu'on vienne s'enquérir, discuter avec les malades, discuter avec le personnel soignant pour voir ce dont ils ont besoin. Ceci pour apporter des solutions dans la mesure du possible, ce qui contribue à faciliter l'accès de la population à des soins de santé de qualité à moindre coût dans sa commune de résidence. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a tenu rencontrer l'ensemble des responsables de ces services dans les régions dans le cadre d'une prise de contact. La rencontre s'est déroulée par visioconférence. Les échanges ont tourné autour des défis et perspectives au niveau de chaque région. Adama Traoré. La ministre en charge de l'entrepreneuriat national, dans sa démarche, a tenu à initier une rencontre avec l'ensemble des responsables des services régionaux et subrégionaux relevant de son département. Cette séance de travail fructuelle a permis à la ministre d'échanger avec ses collaborateurs. À travers ces échanges, la ministre s'est dit engagée à accompagner les uns et les autres pour la réussite de la mission. Je compte sur vous pour un travail bien fait, dans la collégialité, l'abnégation, la collaboration sincère, loyale et dans l'engagement. C'est à ce prix que nous pourrons ensemble relever les défis qui se présentent chaque jour à nous, avec comme finalité la promotion de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion. Dans les prochains jours, je mettrai l'accent sur l'entrepreneuriat, dont le processus d'élaboration d'une stratégie nationale est en cours. L'ensemble des responsables intervenant en visioconférence ont tenu à remercier la ministre en charge de l'entrepreneuriat national pour son soutien avant de souligner leurs préoccupations. Je mesure en même temps le poids de la responsabilité en vous rassurant que tous les cadres, les agents du département, du niveau national, régional ou subrégional, ont un rôle à jouer, chacun dans son domaine de compétences, pour le succès de la mission. La séance de travail fructuelle a été l'occasion pour la ministre d'inviter les uns et les autres à développer une collaboration dynamique dans le but de relever ensemble les défis. Dans le but de mener à bien ces missions, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille était dans 3 structures rattachées à son département. Une prise de contact qui a pris l'allure d'une séance de travail. Fantama Magnantao. Pour chacune de ces structures visitées, c'est le même protocole qui a été respecté. Après l'accueil, Madame le ministre et sa délégation ont été invités à visiter les bureaux de ces différentes structures. Il s'agit de la cellule technique du Fonds à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du district de Bamako et de la Maison de la femme, de l'enfant et de la famille, Rive Gauche. Les directrices de ces différentes structures ont montré toute leur satisfaction. Venir vers nous
pour vraiment voir nos conditions de travail et voir ensuite au retour, voir comment trouver des solutions possibles pour qu'on puisse vraiment sortir de ces difficultés. Donc je pense que c'est une très bonne chose, surtout à la cellule technique du fonds d'appui, qui est une structure très sensible, une structure tellement sollicitée par la population. Je pense que vraiment, ça nous a vraiment enchantés. On a été très ravis de sa visite. Les difficultés rencontrées par les agents de la DERPEF, si on a pu trouver des solutions par rapport à ça pour améliorer les conditions de travail des agents au niveau de la structure, donc ça serait une bonne chose pour nous quand même. Le ministre Koulibaly, accompagné de certains membres de son cabinet, affirme qu'elle est venue s'imprégner des conditions de travail du personnel de ces structures. En même temps, elle les rassure de son accompagnement. Au niveau du département, nous concevons des politiques, mais pour la concrétisation de ces politiques-là, ce sont ces structures qui travaillent sur le terrain. Et la visite aujourd'hui nous a permis de voir que, effectivement, elles réalisent malgré beaucoup de difficultés des prouesses. Elles parviennent à atteindre leurs objectifs, mais au-delà de ça, qu'elles se projettent même dans le futur parce qu'elles ont des perspectives. Nous les avons rassurées, que ce soit la Maison de la Femme, que ce soit les fonds d'appui à l'autonomisation que nous avons visités aussi, et la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qu'ils ne sont pas seuls. La délégation ministérielle et le personnel des différentes structures visitées ont eu droit à des projections sous PowerPoint. Ces projections ont permis aux directrices de ces services de présenter, entre autres, les missions, les réalisations, les difficultés et les perspectives de leurs structures respectives. Un mot de culture. Après la tenue de la Biennale artistique et culturelle édition 2023 à Mopti du 6 au 16 juillet dernier, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme était face à la presse. Il s'agissait pour le premier responsable du département en charge de la culture d'adresser ses vifs remerciements à l'ensemble des acteurs pour la réussite de l'édition 2023. Ibrahim Kaoukounate. L'objectif de cette rencontre avec la presse est de manifester la reconnaissance du département de la culture à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la réussite de la Biennale artistique et culturelle Mopti édition 2023. Saluer et féliciter de vive voix l'ensemble de sa presse pour sa grande mobilisation, sa participation de qualité à la Biennale artistique et culturelle, mais également pour la couverture exceptionnelle de l'événement en lui donnant un éclat et une visibilité particulière. Parmi ces acteurs figurent en bonne place la presse, la commission d'organisation, le jury et surtout la sécurité. Au moins, à notre avis, 2500 artistes et animateurs et plus de 300 000 festivaliers ont pris part avec ferveur et assiduité à l'événement. En plus des soirées de compétition qui se sont déroulées dans une saine émulation, elle a été animée par des concerts, la lutte traditionnelle, d'autres spectacles sur des sites off à travers les villes de Mopti et de Sévaré, mais également une foire d'exposition au village artisanal de Mopti. La Biennale artistique est le plus grand rassemblement des acteurs de la culture, donc facteur de la cohésion sociale. C'est également de récompenser le travail bien fait. 7 trophées dans des disciplines de compétition ont été décernés. 10 trophées, dont 3 dans le classement général. 7 trophées dans les disciplines de compétition, 8 diplômes de reconnaissance, 1 diplôme de fair play, 16 prix spéciaux. Je dois préciser que ces prix spéciaux ont été tous pris en charge par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. À la fin du point de presse, le ministre a mis l'accent sur la solidarité gouvernementale et observé 1 minute de silence à la mémoire de la victime de l'accident de la délégation de Sikasso et souhaité prompt rétablissement aux blessés.
Prochain rendez-vous pour la Biennale, c'est en 2025 à Tombouctou. La deuxième édition de la Nuit de l'Union des journalistes et reporters du Mali, JRM, se tiendra le 5 août prochain au CICB sous la présidence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration, Alhamdou Aguilien. Les organisateurs de l'événement étaient face à leurs confrères pour informer le grand public des objectifs de cette soirée de mérite et de reconnaissance. Jules Sambou-Sissoko. La Nuit de l'Union des journalistes reporters du Mali, UJRM, fait partie des activités phares des fêteurs de la presse du Mali. En prélude à la deuxième édition de l'événement, qui aura lieu le samedi 5 août 2023 au CICB, les membres de l'UJRM ont organisé une conférence de presse pour informer l'opinion publique sur le bien fondé de l'initiative. Conformément à ses objectifs d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes reporters, l'Union des journalistes reporters du Mali a initié la Nuit de l'UJRM. Cette activité, qui occupe une place importante dans le plan d'action annuel de l'UJRM, vise à encourager, d'une part, les patrons de presse à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs employés, et d'autre part, les journalistes reporters à adopter un comportement sérieux et respecter l'éthique et la déontologie du métier. Les questions des confrères ont porté sur la nature des récompenses et les entreprises de presse qui ont fait des progrès dans l'amélioration des conditions de travail des lauréats de la première édition de la Nuit de l'UJRM. Le jury de la deuxième édition de la Nuit de l'UJRM est composé d'un représentant de chaque fêtière de différentes catégories d'organes de presse, à savoir l'UNAJOM, Appel Mali, Urtel, Amatel et l'UJRM. À noter également que cette deuxième édition est placée sous la haute présidence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration, M. Alhamdou Aguilien. Le parrain est M. Salif Sanogo, ancien directeur général de l'ORTM, et la marraine, Mme Fatmata et Mint Braka, présidente de ASFIA. Les lauréats seront récompensés de Tiwara, des ordinateurs et des bourses d'études en master dans une école de journalisme de Bamako. La veille de l'événement, une session de formation sur des aspects pertinents du journalisme sera dispensée aux membres de l'Union des journalistes reporters du Mali. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu assiste notre pays.